Bonsoir et bienvenue dans Triangle Socle du Congo, Trisoko de ce jour. Nous revenons pour répondre à plusieurs questions que vous nous avez posées autour de la politique et changement de mentalité avec M. Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore une fois. Merci. Politique et changement de mentalité, c'est vraiment une émission qui a suscité de vraies questions. Et je voudrais, pour commencer déjà, poser la première question qui venait d'un des téléspectateurs qui nous a appelé très loin dans l'ancienne province orientale, qui cherchait à savoir les vraies missions légales des partis politiques. Elles sont identiques ou bien dispersées? Non, les partis politiques, un parti politique, d'abord, ils ont pour vocation de conquérir le pouvoir. Ça, c'est la première vocation. Ils doivent conquérir le pouvoir. Et conquérir le pouvoir, ce n'est pas par la force, mais selon les jeux démocratiques. Alors maintenant, cette conquête, ça, c'est la finalité. Conquérir. Cette situation a besoin de plusieurs aspects. Parce que conquérir le pouvoir, ce n'est pas par les armes, mais par la parole, par la conviction, par ceci ou cela. Donc, le parti politique doit bien s'armer. Et pour conquérir le pouvoir, ce ne sont pas les dirigeants seuls, mais c'est tous les militants aussi du parti. Et quand vous parlez de voie démocratique, on doit associer à ça les banditismes urbains, les querelles politiciennes dont nous assistons sur les médias. On doit mettre tout ça dans le même lot, la lutte démocratique pour le pouvoir. Non, non, là, ce n'est plus la démocratie, parce que quand il y a le banditisme tel que nous le vivons, c'est parfois, ça prouve que ces gens-là ne sont pas encore mûrs pour faire une politique civilisée. Parce qu'il y a aussi l'aspect de civilisation, le fair play. Quand vous avez perdu, il faut avoir le fair play. Quand vous avez gagné non pas pour vous seul, mais pour tout le monde. Le fair play politique chez nous au Congo, il faut l'attendre plusieurs années. Hein? Peu importe. Le pays est encore très jeune pour qu'on dise, bon, vivons comme les Américains, comme les Français. Non, non, mais le pays est encore jeune. Pays jeune, créé depuis 1885 et que depuis 1960, nous sommes indépendants. Après, plus de 60 ans après, on ne parlera pas toujours d'un pays jeune. C'est un pays jeune dans les jeux politiques. Évidemment, pour un État, 60 ans, c'est rien. Parce qu'il faut voir toute l'humanité. L'humanité a le droit d'exister pendant combien de siècles? La Terre existe depuis combien d'années? Depuis à peine 4 milliards et demi d'années. Et nous sommes à la moitié de l'existence de la Terre. Dans 4 milliards aussi d'années, la Terre va disparaître. Et vous voulez dire pour cela, tout ce qui concerne la scène politique, il faudra encore un peu d'indulgence, tolérer certaines choses que nous vivons, et surtout lorsqu'on parle de ce jeu démocratique qui a du mal à décoller chez nous. Voilà, c'est-à-dire ne soyons pas trop pessimistes. Nous sommes à chaque échéance électorale, nous vivons une nouvelle expérience. Et ça va continuer ainsi jusqu'à ce que nous ayons un timing très correct. Si ce jeu avait commencé depuis les années 60, certainement qu'on serait déjà très loin. Après 3 cycles électoraux, il y a eu aussi des élections en 60, mais après 3 cycles électoraux, on peut dire qu'écoutez, nous avons évolué. Oui. Parce qu'aucune des élections qui ont été organisées sur notre sol, peut-être à part celle des 60, et les élections qui ont commencé depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, toutes ont été contestées. Est-ce que nous avons évolué? L'évolution, il ne faut pas la voir par rapport à la perfection des échéances, disons, de l'élection elle-même. Mais la maturité aussi de la population. C'est petite, voilà, il faut prendre en compte la maturité de la population. Oui. Et surtout puis, la sincérité aussi des acteurs. Et puis le problème, c'est que les erreurs de la première élection ont été corrigées un peu corrigées par rapport à la deuxième élection. Ah, ça, c'est vous qui l'avez dit. Oui, il y a toujours des petites corrections qui ont été faites. C'est-à-dire où on découvre. C'est-à-dire l'avancée peut se faire par rapport à la découverte faite. Qu'avant, on n'avait pas vu, mais maintenant, on a vu. C'est une évolution aussi. Il ne faut pas voir seulement l'évolution sous l'angle de la perfection. Mais
le fait de constater, d'être capable de constater les erreurs qui ont été commises, c'est une avancée, c'est une prise de conscience. Parce que la prise de conscience maintenant vous poussera à mieux faire les fois prochaines. C'est dans cette vision qu'il faut se situer pour dire que nous évoluons. On ne peut pas dire qu'on recule. Tant que nous n'avons pas encore des acteurs qui ont perdu des élections dans ce jeu démocratique ici chez nous et qu'ils acceptent dans un fair play à travers un discours, ou sinon pas ceux qui le constatent avec la durée dans le temps et le pourrissement d'une supposée victoire, on a encore du mal à croire à un jeu démocratique assuré par les partis politiques. Nous y arriverons. Donc on évolue. C'est la première fois. Et puis, notre population ne favorise pas aussi ce jeu démocratique. Ou notre population n'est pas encore favorisée. On ne peut pas dire que notre population est à même de jouer ce jeu. Tout le monde apprend. Maintenant, la preuve, il suffit de présenter un petit pain, la population mord à ce pain-là, et puis c'est fini. Quand vous dites tout le monde apprend, est-ce qu'on peut apprendre en étant candidat et surtout candidat à des échéances au niveau aussi élevé comme la présidence de la République? Mais le candidat peut avoir de bonnes intentions, mais face à quel électorat? C'est ça le problème. Vraiment, vous croyez que si notre population avait compris le rôle réel des élections, il se comporterait comme ça? Céder tout simplement parce qu'on vous a offert un poisson. Vous voulez dire que c'est la faute à la population? Elle a une responsabilité, notre population en général. Elle a une responsabilité. Et la raison pour laquelle les acteurs politiques font les jeux de la population. C'est-à-dire la malhonnêteté des acteurs politiques, c'est de se servir de la naïveté, de la faiblesse de la faiblesse de la population. C'est ça le mal profond de l'acteur politique. Il se sert de la faiblesse de la population, de l'ignorance de la population. Ça, c'est leur nourriture. La nourriture des acteurs politiques, de plusieurs acteurs politiques. Parce que si nous avions affaire à une population éveillée ou un peu éveillée, plusieurs ne passeraient pas. Alors, parce qu'on nous posait par exemple la question, l'argent que vous voulez, vous dites que vous allez faire ça et ça, avec quel argent? Vous allez être KO. Tout simplement cette petite question. Mais quelle population peut poser une telle question à un candidat? Personne, malheureusement. Oui, mais cette population faible, qui a des faiblesses sur le champ politique, il faudrait alors que ces partis politiques et leurs leaders parviennent à les moraliser et sinon à les sensibiliser autour des valeurs démocratiques, des valeurs civiques. Mais nous avons encore du mal à avoir des partis politiques qui réunissent des membres ou sinon qui organisent des activités autour du civisme, par exemple. C'est là une des grandes faiblesses de nos partis. C'est aussi une mission des partis politiques. Mais bien sûr, un parti politique, c'est l'article 2 de la loi, de leur loi. Parce que la loi ne s'applique aux partis politiques, pas aux ASBEL ou aux autres. Donc, leur loi, la loi des partis politiques, à l'article 2, on dit que les partis politiques ont l'obligation, ce n'est pas une faculté, ils ont l'obligation d'éduquer leurs militants, de les former, de les sensibiliser au profit des bonnes valeurs. Ça, c'est eux qui ont cette obligation. Malheureusement, comme je l'ai dit, comme les partis politiques, eux, se nourrissent de la faiblesse, leur veut nourrir, c'est la faiblesse de la population, l'ignorance de la population. Comme ça, ils ont très peu de travaux à faire. Aller perdre du temps pour sensibiliser, éduquer la population, pour eux, c'est une perte de temps. Autant attendre simplement les jours des élections, vous allez avec des tricots ou peut-être un sachet de sucre, et tout rejoue. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? La population devrait refuser les cadeaux des politiciens. Les cadeaux, ça, ce n'est même pas quelque chose. C'est rien, ça. Mais la population devait comprendre. Nous, l'attitude de la population face aux cadeaux de la population. Non, les cadeaux, on peut ne pas les prendre. Cela ne veut pas dire que quand on te donne un cadeau, on t'a corrompu moralement. Non. Mais le plus important, c'est de dire, vous allez nous diriger sur base de quoi? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Nous voulons
notre besoin, nos populations, c'est ça et ça, 1, 2, 3, 4. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout. Et maintenant, vous allez apprécier. Non, celui-ci raisonne très bien. Effectivement, sur les 4 points, il peut réussir 3. Celui-là, sur les 2 points, sur les 4 points, il peut réussir 2. Celui-là, même un seul, il ne peut pas réussir. Comme ça, vous évaluez qui est le meilleur. C'est lui qui peut résoudre au moins 3 problèmes sur 4. Et puis, à la rigueur, je peux prendre celui qui peut résoudre 2 problèmes sur 4. Voilà. Maintenant, pour apprécier, est-ce qu'il peut réellement résoudre ces problèmes? C'est là que la population doit réfléchir. Ce qu'il me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est défendable? Mais quelle est cette population qui a cette capacité de raisonnement pour apprécier ce que les autres proposent? Alors, malheureusement, un téléspectateur posait la question pour savoir, il voudrait bien que vous puissiez lui dire, M. Bifumanu, nous avons des politiciens qui prétendent bien diriger le Congo, mais qui ne connaissent pas encore le Congo et même le problème des Congolais. Quelle pourrait être l'attitude de la population face à de tels candidats? Mais ce ne sont pas les candidats qui vous obligent à lire ces gens-là. Les candidats viennent vers vous, population, peuple. Moi, je suis monsieur tel, voici ce que je peux faire pour vous. Est-ce que c'est aussi une obligation pour le candidat de connaître de faire l'autopsie du Congo et de ses problèmes? Mais d'ailleurs, c'est l'élémentaire. C'est l'élémentaire. Prochainement, nous allons aborder les problèmes des fonds monétaires et la Banque mondiale qui échouent à tout moment ici en Afrique noire. On ne prend que l'Afrique noire. Je sais qu'ils ont échoué dans d'autres pays ou dans d'autres continents. Mais prenons seulement l'Afrique noire, que nous connaissons mieux. Mais la cause de ces échecs-là, la cause ultime, c'est la méconnaissance même de la société. Et les politiques devraient aussi s'armer pour connaître le Congo et les problèmes des Congolais. C'est élémentaire. D'ailleurs, c'est ça leur devoir premier. Vous ne connaissez pas. Mais comment vous voulez envoyer une fusée sur la Lune? Vous ne connaissez même pas, est-ce que la Lune est composée de la terre, de la poussière ou du gaz? Vous ne savez rien, vous envoyez quelqu'un à la Lune. Donc c'est ça, vous voulez diriger, il faut connaître votre propre pays. Alors, vous allez faire quoi? Mais il faut être capable de dire. En général, qu'est-ce que les politiciens devraient connaître? Les candidats devraient connaître? Les candidats doivent prouver qu'ils connaissent la juridiction pour laquelle il se prétend candidat pour aider la juridiction. C'est-à-dire le pouvoir. Les gens croient que le pouvoir, c'est un prestige seulement. Non. Le pouvoir apporte des prestiges. Les honneurs, les cortèges, tout ce que nous connaissons. Et surtout avec le train de vie qui va avec. Donc voilà. Désormais, il sera gardé par des gardes du corps, il y aura un cortège, tout ça. Les gens croient que le pouvoir, c'est seulement ça. Or, ça, ce ne sont que des conséquences du pouvoir. Mais le pouvoir, c'est d'abord savoir, c'est être serviteur. Un homme politique est un serviteur. Comme on le dit, le client est roi. Un commerçant est un travailleur du client. Le client, c'est qui? C'est l'acheteur. Parce que toi, tu travailles pour avoir l'argent, mais pour que tu aies l'argent, tu dois acheter. Mais dans notre environnement, ce proverbe-là a du mal à s'appliquer parce que c'est le politique qui a un bon positionnement en termes sociaux et que la population, les électeurs, pour la plupart, c'est des pauvres. Alors, s'il ouvre ses portes à ceux-là, c'est-à-dire il doit partager avec eux ce qu'il a, et d'ailleurs déjà, ça ne pourra pas suffire. Non, il n'a même pas partagé, parce que quand il travaille, non? Il est député, il travaille. Il a droit à un salaire parce qu'il doit nourrir sa famille aussi. Le meilleur employeur, vous le connaissez, non? C'est la politique. Les fonctions politiques. Apparemment, dans notre contexte. Dans notre contexte, oui. Là, c'est chez nous. C'est chez nous. Mais nous parlons de chez nous. Oui, mais en termes réels, la politique n'est pas un bon payeur. La politique ne paye pas mieux qu'être un administrateur d'une grande entreprise, par exemple. Vous connaissez combien de candidats nous avons lors des élections? Justement parce qu'ils voudraient bien se positionner là où il aura facilement les frais de fonctionnement, à part son salaire. Voilà, mais au-delà de ça, il ne peut pas être fier d'être fonctionnaire après sa carrière politique. Vous savez qu'il y a des gens qui se battent pour demeurer dans les institutions que d'aller chercher le travail dans une entreprise ou de devenir cadre, malgré que la sphère politique est remplie aussi des docteurs et des professeurs. Raison pour laquelle nous décrions cette situation. C'est ça le malheur.
Et ça devait être ainsi. On n'interdit pas à un homme politique d'être payé. Non, il doit être payé et bien payé pour qu'il réponde à ses obligations aussi. Mais le fait de ne viser que cet aspect, donc vous êtes payé pour qui? Mais pour la population, pour l'État, pour votre société. Plus vous faites mieux votre travail, mieux aussi vous vivrez. Si vous imposez la propriété dans la cité où vous habitez, mais c'est vous aussi qui allez bénéficier de cette propriété. Si vous vous battez pour qu'il n'y ait pas de trous, mais c'est vous aussi qui en bénéficiez. C'est ça le rôle d'un homme politique. Lui est au service de la société. Tout ce qu'il fait en faveur de la société, lui-même y compris, lui-même est aussi bénéficiaire de ça. Ce n'est pas qu'il construit les routes pour les autres, et pour lui-même aussi. Il construit de bons hôpitaux, pas seulement pour les autres, pour lui-même aussi. Mais au lieu qu'il y ait, toi, tu es homme politique, tu ne construis pas des hôpitaux parce que toi, tu dois aller te faire soigner ailleurs. Non. C'est ça que nous déplorons. Mais malheureusement, ceux qui doivent tamiser cette race d'hommes politiques, ceux qui doivent tamiser, c'est qui? C'est la population qui malheureusement ne comprend rien. Dans sa grande majorité, elle ne comprend rien. Alors que le pouvoir vient de lui, peuple, justement. Alors, une autre question d'un téléspectateur qui parle du populisme, la démagogie, le mensonge. C'est vraiment l'un de moyens pour passer de barrières chez nous et surtout se hisser une place au sommet peut-être de l'État ou bien dans les institutions. Alors, il voudrait savoir, est-ce que nos politiciens, s'ils arrêtaient avec ces pratiques, il ne serait peut-être pas important qu'ils soient aussi, sinon pas technocrates, mais au moins qu'ils aient des informations sur des questions économiques du pays, les questions sociales du pays. Est-ce que les politiciens ne pouvaient pas aussi se former par rapport à ces questions vitales de la population? Mais justement, c'est comme je l'ai dit, c'est l'élémentaire d'un homme politique. Vous voulez être candidat dans la ville de Kinshasa, vous ne connaissez pas la ville de Kinshasa. C'est un paradoxe. Mais que vous allez faire au profit de cette ville? Rien. Donc, la connaissance du lieu pour lequel vous êtes candidat est indispensable. Avoir même des informations. Tout. C'est ça la connaissance. Ça ne fait pas dire la connaissance. Le minimum, oui. Donc, il faut avoir ces connaissances-là. Mais ce n'est pas l'homme politique qui a vite intérêt à avoir ces connaissances. Lui, la connaissance première dont il a besoin, comment réfléchir cette population? Quel est le degré de cette population? Pour qu'il sache ajuster son discours par rapport au degré de maturité de cette population. Si la population aime plus manger les bananes et tout ça, mais lui viendra seulement avec les bananes. Mais vous qui viendrez dire non, quelqu'un doit manger beaucoup de fruits, 3 fruits, 4 fruits. À part la banane, moi je viens aussi avec l'ananas, je viens avec les pommes. Mais vous venez avec tous ces fruits qui vont pourrir, parce que la population ne veut que la banane. Celui qui viendra avec la banane, il vend. Les plans politiques, l'unique stratégie pour laquelle ils sont capables chez nous, c'est de comprendre que veut la population. Quel est le degré? Quel mensonge je peux faire passer pour que je passe, que je sois élu? Là, ils sont spécialistes. Quel mensonge je dois utiliser pour être élu? Là, ils sont forts. Mais comment faire pour que la population puisse grandir et puisse comprendre les enjeux électoraux? Ils ne sont pas forts, parce qu'ils ne le font jamais. Alors qu'ils devaient le faire. La loi leur oblige de le faire, mais ils ne le font pas. Mais l'essentiel, c'est d'être conduit, c'est-à-dire d'être conduit par un peuple qui ne comprend rien. Le peuple croit conduire les hommes politiques, alors c'est l'inverse qui se fait, c'est l'homme politique qui conduit le peuple. Or, c'est le peuple qui devait conduire l'homme politique. Alors, comment faire pour éradiquer le populisme dans notre société et surtout les mensonges, la démagogie politique? Mais c'est former les gens, sensibiliser, former les gens. Il n'y a que ça à faire. Former par qui? L'homme politique, les partis politiques doivent former, parce que c'est leur obligation. 2, la presse doit jouer son rôle. Mais notre presse, vous connaissez la qualité de notre presse.
Est-ce qu'elle est capable de faire ça? Non, mais elle n'a pas de moyens, ça vous savez aussi. Pas seulement des moyens, elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire. Mais oui, parce que est-ce que le fait de passer dans des chaînes de missions, plusieurs chaînes de missions, mais quel moyen de recherche encore? Il passe, il parle. Mais pour dire quoi? Parfois des histoires qui ne tiennent même pas debout. Combien de chaînes se spécialisent pour sensibiliser la population? Ils peuvent passer un tout petit message de 5 minutes. Ils préfèrent passer des heures pour parler de ceci ou de cela, de futilités, alors que les bonnes choses sont réservées. Ils réservent 5-10 minutes et puis c'est tout. C'est comme si, malgré eux. Alors, comment voulez-vous, avec une telle presse, que nous puissions bien évoluer? Ceux qui font l'actualité. Nous parlons quand même des politiciens, je voudrais qu'on parle de la presse prochainement. Au contraire, c'est la presse aussi qui envenime, qui donne beaucoup de venin aux médiocres comme aux politiciens. Le feu cardinal Mosengo disait. Bon, ça c'est son expression. Je ne voudrais pas tomber en disant que non, ce sont des médiocres, non. Ce sont des gens qui ne font pas bien leur travail. Est-ce le fait de ne pas bien faire le travail, vous devenez médiocre? Ça, ce sont les gens qui... Une autre question, je voudrais bien qu'on avance avec beaucoup de questions qui sont là avec nous. Déjà, un téléspectateur disait, est-ce qu'il existe la retraite politique chez nous? On devrait vraiment avoir des politiciens qui diraient, écoutez, je n'ai plus l'offre politique à proposer, ou bien sinon, je n'ai plus... En fait, l'âge ne me le permet pas, et que voilà, aujourd'hui, je suis à bout de mes forces et même de mes idées, et que désormais, je peux aller faire l'agriculture. Est-ce que nous avons au moins des politiciens qui sont réalistes sur ce plan-là de prendre leur retraite carrément, tout simplement, parce qu'ils n'ont plus l'offre à proposer? Mais justement, qui devait envoyer les policiers à la retraite? C'est la population. Parce que la population doit dire, vous, on n'a plus besoin de vous. Vous avez parfois on le fait, il y en a qui ont subi ça. Vous avez promis ceci, il n'y a rien. Deuxièmement, pour la deuxième fois, quand vous allez encore, on vous rappelle, mais vous avez promis ça et ça, vous n'aviez rien fait, vous n'avez pas droit à nos voix. C'est une façon d'envoyer aussi les gens à la retraite. Mais tant que l'homme peut travailler, tant que Dieu lui donne le souffle, l'énergie nécessaire pour travailler, il peut travailler. Même s'il a 80 ans. Mais s'il peut encore parler, peut-être son expérience, sa sagesse peut l'aider à bien faire. Donc, c'est lui-même qui dira, je n'ai plus de force pour travailler, il peut se mettre en retraite. S'il travaille bien, s'il ne travaille pas bien, la population peut le mettre en retraite. Et le rôle de la jeunesse dans l'assainissement de l'espace politique, il est important, ce rôle-là? Mettons la jeunesse dans la population. Parce que chacun a son rôle dans la population. Le rôle des jeunes, Pelé fut un grand joueur, mais est-ce qu'il peut aujourd'hui, il est encore en vie, est-ce qu'il peut entrer sur le terrain de football? Son temps est déjà passé, il a déjà joué son rôle. Mais quand il y a des points de vue à émettre, des analyses à faire, on peut recourir à Pelé. Voilà un rôle qu'il peut jouer, la consultance, ou peut-être émettre le point de vue pour clarifier certaines choses. Mais le mettre sur le terrain, ce n'est plus son rôle, alors qu'il l'a joué hier. Donc c'est pour dire que la jeunesse doit comprendre son rôle. Il y a un temps pour la jeunesse d'apprendre. Quand vous n'avez pas bien appris, vous ne serez pas bon. Donc vous avez intérêt à apprendre, la jeunesse a intérêt à apprendre. C'est apprendre ce que vous avez été à l'école primaire, vous avez été ceci, cela. Donc vous devez apprendre quelque chose dans la vie. Donc c'est une phase extrêmement importante. Maintenant, quand vous avez appris, vous devez vous servir de ce que vous avez appris. Si ce que vous avez appris est bon, vous allez discipliner aussi vous êtes dans la population maintenant, de ceux qui ont compris, c'est à vous maintenant de discipliner les policiers qui racontent des bêtises. Donc, avec les autres, que ce soit des vieux, mais vous êtes dans la masse. Ce n'est pas que les jeunes ont un rôle spécifique à dire, bon, pour dire, vous les jeunes, vous devez faire ceci. Sinon, il suffit de dire aux jeunes... Mais ce sont eux qui sont dans la rue, soit pour soutenir ou sinon contester un camp. Et voilà, ce sont eux qui constituent pour la plupart des masses qui font des marches, qui défilent pour saluer les réalisations de tel ou de tel autre. Mais voilà. Justement, ça prouve quoi?
est-ce qu'ils ont bien appris? C'est-à-dire, la jeunesse est manipulée. Là, on assiste à une jeunesse manipulée. Manipulée pourquoi? Parce qu'elle ignore. On exploite justement la faiblesse de la jeunesse pour faire n'importe quoi. Quand vous voulez organiser une foule, une activité, et puis beaucoup de foules de personnes, ce sont les jeunes qu'il faut recruter. Parce qu'eux peuvent faire les pieds des Binza jusqu'à Bandal, ils ne vont pas s'en faire. À leur meeting à Bandal, ils vont partir. Alors que les vieux vont réfléchir. Contre de l'argent aussi, c'est... Argent ou pas, ce qu'on appelle communément le yenge. Il y a des jeunes gens, le yenge, ils partent là-bas. Donc, qui lui a dit de partir? Le yenge kaka. Par influence. Juste l'influence, justement. Donc, c'est pour dire que la jeunesse est instrumentalisée. Jusqu'à présent, nous sommes dans la phase d'instrumentalisation de la jeunesse. Mais on n'est pas encore dans la phase de bien éduquer cette jeunesse-là pour qu'elle devienne responsable demain, ou pour qu'elle comprenne très facilement les bons et les mauvais hommes politiques. Ils ne sont pas préparés, malheureusement. Alors, le sous-développement de notre pays, l'un des téléspectateurs disait, c'est vraiment de la grande responsabilité des politiques depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'au moins, les colons nous avaient laissé un pays qui était sur le bon rail. Oui, c'est-à-dire, tout le monde a joué son rôle. Non, il dit la grande responsabilité. Donc... Moi, je ne voudrais pas préciser que la grande responsabilité, c'est l'homme politique. Mais je dis tout le monde. C'est lui qui est dans la mauvaise gouvernance, dans les détournements. Bon, aujourd'hui, quand même, certains vont en prison, mais au moins, ils sont pour beaucoup dans la destruction des tissus économiques et qui impactent même le social de la population. Oui, c'est-à-dire, c'est facile à dire. Non, mais comment vous dites c'est facile? Mais c'est ça, je vous explique pourquoi. C'est facile à dire. Que non, tellement le bouc émissaire, l'homme politique. Tel problème, bouc émissaire, l'homme politique. C'est facile à dire. Parce que la population n'a pas le temps de réfléchir pour elle-même, de s'auto-évaluer, de s'auto-apprécier. Qui donne le pouvoir à l'homme politique? Ce n'est pas l'homme politique qui va ravir le pouvoir au peuple, mais c'est le peuple qui donne le pouvoir à l'homme politique. Maintenant, ce peuple-là ne comprend rien. Elle est naïve, elle est ignorante de beaucoup de choses. Cette population est tellement naïve qu'elle fait n'importe quoi. Et maintenant, l'homme politique qui a compris que j'ai affaire à une population naïve, j'ai affaire à une population ignorante, il fait quoi? Il exploite cette faiblesse-là. Parce que si lui, l'homme politique, malheureusement dans notre pays, veut faire du bien, c'est la même population qui va lui demander, monsieur, tu te comportes mal. Non mais dites-moi, je n'ai pas vu une population aller s'attaquer à un homme politique parce qu'il a voulu électrifier ou construire des routes, sinon donner de l'eau à la population. Mais justement. Je n'ai pas vu un homme politique qui dirait non, moi j'ai été victime parce que j'ai voulu donner ça à la population et la population s'est soulevée contre moi. Il y en a. Il y a des gens qui ont voulu faire du bien. Vous avez un exemple? Bon, c'est parce qu'on ne voudrait pas citer certains noms. Et sinon, on pouvait vous les donner. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire du bien, mais parce qu'un adversaire lui croit que si je laisse faire, c'est lui qui aura le prestige. Lui-même se permet de vilipender celui qui veut faire du bien auprès de la population. Et la population naïve... Mais l'auteur intellectuel, ce n'est pas la population, mais c'est le politicien entre eux. Non, mais raison pour laquelle je dis que... On a utilisé juste la population. J'insiste. C'est une combinaison de facteurs. L'homme politique a sa part de responsabilité. La population aussi a sa part de responsabilité. Parce qu'il faut seulement dire, non, c'est l'homme politique qui a la plus grande part de responsabilité. On dirait tout simplement que bon, nous tous croisons les bras, l'homme politique fait ce qu'on doit faire. Mais sinon, c'est la population qui n'est pas bien formée. Or, qui a la responsabilité de former la population? À part les hommes politiques. Ils ont une grande part de responsabilité pour la formation de la population. Mais est-ce qu'il y a que tu peux faire ça? Est-ce que la population ne peut pas s'auto-former ou être formée par une autre force qui peut même diminuer la force politique? Mais ça existe. Un téléspectateur d'ailleurs vous Et je précise, les églises peuvent mieux faire du point de vue sensibilisation que l'homme politique. Oui. Est-ce que les églises le font? Ça, nous en avons parlé déjà, nous savons que pour justement, c'est pour dire que la responsabilité
on ne doit pas seulement dire que ce sont les hommes politiques, mais tout le monde. Et les hommes politiques, ils ont une part de responsabilité. Et la population. La grande d'ailleurs, c'est ça la question. Non, moi je ne voudrais pas parler de la grande ou la petite, mais tout le monde a une part de responsabilité. Voilà, mais parce sinon... que la responsabilité des églises, par exemple, si les églises étaient aussi jouer leur rôle réel, ils allaient mettre un terme à l'influence politique. Et là, on ne dirait pas que le politique a une grande part. Oui, parce que c'est tout le monde qui peut faire ça. Vous avez évoqué la rivalité, les rivalités donc entre les politiques, surtout lorsqu'ils sont du même coin et qu'ils poursuivent les mêmes intérêts en termes de résultats électoraux ou je ne sais pas quoi. Mais vous savez que un des téléspectateurs voulait savoir mais comment les politiciens devraient se comporter lorsque nous savons que la population a les mêmes objectifs et surtout en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt commun et que les uns se soulevaient contre l'autre pour barrer la route à quelqu'un qui voulait faire du bien. Comment la population devrait se comporter face à de tels politiciens? Mais sanctionner ces politiciens-là qui viennent avec les mauvaises idées. Comment? En ne lui accordant pas le pouvoir. Parce que le pouvoir est entre les mains de la population. C'est toi qui sors le pouvoir de ta poche, tu donnes à quelqu'un. Est-ce que nos populations, en fait, nos politiciens ont le même entendement, la même vision autour des mêmes sujets, des mêmes problèmes de notre population, par exemple? Mais raison pour laquelle, moi, je mets tout le monde dans les mêmes sacs. Et la population, elle ne fournit aucun effort pour mieux faire. L'homme politique ne fournit aucun effort pour mieux faire. Tout le monde semble ne pas fournir un effort pour mieux faire. Mais tout le monde s'accuse. Tel accuse tel autre, tel accuse tel autre. Et dans ce cercle vicieux, nous retrouverons devant une situation malheureuse. C'est comme, je vais donner l'exemple, c'est un des téléspectateurs, pour finir la question, c'est justement autour de l'état de siège décrété à l'est de la RDC. Certains politiciens sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. Est-ce que nous voulons tous la paix ou bien il y en a qui veulent la paix et d'autres qui n'en veulent pas? Non, ça c'est une méthodologie. C'est une méthodologie, une démarche. Vous avez quel objectif? L'objectif c'est la paix. Ça c'est l'objectif. Maintenant, nous sommes dans une situation où on n'a pas de paix. Maintenant, comment faire pour atteindre cet objectif de paix? Maintenant, intervient la problématique de la démarche ou de la méthodologie. Faut-il aller négocier? C'est une méthodologie. Faut-il faire ceci? C'est aussi une méthodologie. L'état de siège, c'est une méthodologie. Une démarche pour atteindre le même objectif. Or, devant une méthodologie, souvent, tout le monde ne dit pas la même chose. On peut dire, bon, moi je préfère telle méthode plutôt que telle autre. Ça, c'est un débat d'idées. Donc, on ne peut pas dire que c'est bon ou c'est mauvais. Le plus important, si votre démarche que vous adoptez peut nous amener à l'objectif, tant mieux. Et de l'amener avec efficience. Efficience, c'est-à-dire avec peu de temps et peu de moyens. Tant mieux. Donc, c'est un débat purement d'idées. Et là, ce n'est pas un problème. Partout, ça peut exister. Même dans tous les pays du monde. C'est ce qui fait d'ailleurs la joie de la démocratie. Parce que tel dit ceci, tel dit autre chose. Mais du choc d'idées, j'ai eu la lumière. Mais lorsque nous apprenons aussi que parmi les politiciens, il y aurait ceux qui entretiennent les groupes armés, ça c'était l'une des annonces du président de l'Assemblée nationale, par exemple. Dites-nous, qu'est-ce que nos politiciens veulent-ils? Certains de nos politiciens veulent-ils une chose et son contraire par moment? Ou comment peut-on expliquer de tels positionnements? Mais justement, là au moins, nous disons que nous avons besoin d'un objectif. Maintenant, dans l'analyse de la démarche adoptée, on se rend compte qu'il y a des hommes politiques qui encouragent cette rébellion. Donc, vous devez maintenant chercher des stratégies adéquates pour mettre un terme à leur comportement. C'est ça, quand on parle de la maîtrise des risques, c'est ça la cartographie des risques, c'est ça la gestion des risques. C'est-à-dire quand vous avez cette vision des choses, vous allez analyser tous les aspects et d'une façon exhaustive. Je dis bien d'une façon exhaustive. De sorte que tout ça entrera dans la réflexion. En vous disant, nous voulons atteindre la paix, nous savons qu'il y a des hommes politiques qui font ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis d'eux?
Nous savons qu'il y a tel. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous analysez tout. Et d'une façon exhaustive. Mais quand vous n'avez pas cette démarche, cette vision, vous allez seulement tâtonner en disant, bon, comme il y a des politiciens qui font ceci, nous faisons cela. Non. Ça doit être le fruit d'une réflexion, d'une gestion des risques, comme on l'appelle. Et vous verrez que quand on dit que les fonds monétaires de la Banque mondiale ont échoué, mais c'est à ce niveau-là. Oui. Ils n'ont pas fait une bonne gestion des risques de nos pays. Je sais que vous avez très soif de parler de ce sujet. On en parlera prochainement sur les actions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, leurs interventions dans notre économie. Mais sinon, ici, nous parlons de la politique parce qu'il y a une question de l'un des téléspectateurs qui dit, mais écoutez, nous avons vu en France, par exemple, tous les politiques se réunir dans une marche pour dire non au terrorisme. Quand est-ce que nous verrons nos politiciens s'unir et peut-être dans une marche pour dire non à la corruption et au détournement des deniers publics? C'est une belle image quand même. Non, c'est-à-dire... Non, mais en termes d'image... Non, tant mieux. Ça dépend du problème et de la manière dont ils sont posés. Parce qu'il arrive aussi chez nous des moments où tous les politiciens se mettent ensemble pour défendre une cause. Le dire... Non, défendre... De façon séparée? Non, pas de façon séparée. L'indépendance du pays. Tous les politiciens parlaient le même langage. Ça, c'est vieux, nous n'avons pas vu ça. J'arrive. Je prends l'exemple de l'indépendance. Tout le monde a marché pour l'indépendance. Et ici, la balkanisation du Congo, tout le monde marche pour cette balkanisation, sans distinction. Parce qu'on voit les problèmes. Et quand on voit ces problèmes, c'est tout le monde qui se sent impliqué. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Oui, la balkanisation, lorsqu'elle vient de l'extérieur. Quand il y a tendance. Oui, lorsqu'elle vient de l'extérieur. Mais c'est dans ce même pays où nous assistons par moments à des politiciens qui disent, écoutez, si vous ne faites ça pour notre communauté ou bien pour notre province, nous allons couper. Je ne sais pas si vous n'avez jamais entendu de tels discours. Ce n'est pas aussi une sorte de balkanisation qui se déguise dans des discours politiques. Non, ça peut exister, mais chaque fois, on n'a jamais vu une marche d'un groupe dans ce pays dire « nous voulons la balkanisation ». Aucun. Au moins sur ce point, tous les Congolais sont unanimes. Je ne dis même pas qu'ils sont consensuels, mais ils sont unanimes. Et toutefois, que l'idée de la balkanisation vient de l'intérieur comme de l'extérieur, il y a toujours unité pour barrer cette idée-là. Mais changer la forme, la façon de gérer les entités territoriales, là, ça peut différer. Les gens peuvent dire non, nous voulons beaucoup plus de pouvoir. Et nous avons besoin du fédéralisme. Et nous avons besoin de la déconcentration ou de la forte décentralisation. On a parlé de la sécession dans ce pays. Il y en a eu. Mais justement, mais la suite. La suite, c'est laquelle? Mais par contre, la décentralisation, le fédéralisme ou la déconcentration, ce sont des débats qui ont été à maintes reprises nourris. Mais ce n'est pas pour autant que quand vous êtes fédéraliste, vous devenez sécessionniste. Ou quand vous êtes partisan de la forte décentralisation, vous faites ceci ou cela. Non. Donc, de ce côté-là, au moins, il y a des sujets pour lesquels tout le monde est unanime. Alors, maintenant, par rapport à la corruption, on peut faire ces slogans, on peut dire on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais maintenant, c'est la faisabilité. Maintenant, si les hommes politiques sont taxés de corrompus, vous allez encore les inviter pour une marche contre la corruption? Est-ce qu'ils viendront? Donc, c'est pour dire que ce n'est pas... Il faut voir les thèmes qu'il faut mettre sur le tapis pour attirer tout le monde. Mais on ne doit pas non plus avoir la prétention que tout thème doit attirer tout le monde. Il y a des thèmes qui peuvent attirer certains, même la majorité, mais il y a une petite minorité qui dira non. Et pour terminer, la question des impôts aussi, vous savez comment est-ce qu'elle a soulevé un tollé, même au milieu des agents publics qui sont contre le retien de l'impôt sur leur salaire. Ça, quand même, nous avons du mal à faire l'unanimité autour des impôts politiques, tout comme administratifs, même le petit peuple. Non, ici, il n'y a pas un problème de jugement. C'est déjà la fin, malheureusement. Oui, il n'y a pas un problème de jugement. Non, quel est votre point de vue sur l'impôt? Non. L'impôt est une obligation, est un devoir.
il y a une loi qui existe. C'est question d'appliquer seulement la loi. Si ce qu'on demande est contre la loi, là vous refusez. Mais si ce qu'on vous dit est conforme à la loi, c'est en exécution d'une loi, vous allez refuser pourquoi? Là, c'est la rébellion que vous faites. Si les partis politiques refusent de payer les impôts, ou ils ne veulent pas aborder ce débat sur les impôts des partis politiques, ça c'est la rébellion. Tout simplement parce que c'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Donc les partis doivent être conséquents. Au lieu de raconter n'importe quoi, ils devaient se remettre en cause même en disant, bon, mais si cet individu-là raconte de bonnes choses concernant l'impôt, réfléchissons un peu nos partis politiques, est-ce que nous devons payer les impôts? Voilà la réflexion qui pouvait naître. Et puis qu'il pose la question clairement, quels sont les types d'impôts que nous devons payer? Voilà le bon débat que les partis politiques devraient mettre sur le tapis. Et refuser simplement comme ça, c'est la véritable rébellion. Non, ils n'ont pas refusé, ils n'ont tout simplement rien dit. Mais ils n'ont aussi rien fait. Ils n'ont rien dit, rien fait. Alors, c'est aussi une rébellion. Parce que ne pas connaître la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Et les partis politiques connaissent leur loi. Mais s'ils font semblant de l'ignorer, c'est aussi un manquement grave. Voilà. Mais s'ils refusent de le payer, donc, sur tout le plan, c'est vraiment de la véritable rébellion. Dans 30 secondes, en quoi la politique pourrait aider au changement de la mentalité de notre population et surtout même de cette sphère politique qui est aux commandes des affaires publiques? La politique doit aider le peuple à comprendre les bonnes choses par la sensibilisation, par leur propagande, sur le civisme. Ça, c'est son obligation. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas une faculté, c'est une obligation pour les partis politiques. Maintenant, si les partis politiques parviennent à sensibiliser leur base pour les bonnes choses, mais c'est toute une population qui va changer, même si le changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais au moins, il y aura un début de solution à cela. Et peut-être dans les 6 ans ou les 5 ans qui vont venir, ou même dans l'année qui va venir, les choses changeront. Donc ça, c'est une obligation pour les hommes politiques. Et quand ils font changer les mentalités, ils prônent aussi par l'exemple. Ils démontrent qu'ils sont exemplaires et puis ils rendent compte, la redevabilité. Ils doivent rendre compte. Donc vous verrez que quand ces petites choses qui sont grandes du point de vue conséquences sont faites, mais la politique aura joué son rôle. Merci beaucoup, M. Bifumane. J'espère prochainement, on va revenir sur le sujet autour de la Banque mondiale et du FMI, leurs investissements dans l'économie congolaise. Vraiment? Non, pas leurs investissements, les échecs. Ah, ok. En Afrique, les programmes de Fonds monétaire comme de la Banque mondiale ont échoué. Ça, c'est votre point de vue. On va en débattre prochainement. Mais je ne sais pas qui peut dire le contraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on va répondre aussi aux questions des téléspectateurs prochainement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Posez des questions, on se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.